Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2861 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 23 mars avec des anniversaires et par exemple Bamba Dieng, l'ancien joueur de l'OM, maintenant joueur de l'équipe de Lorient, donc l'attaquant sénégalais fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir parce qu'il y avait pas mal de matchs entre des nations vu que là on est en plein trêve internationale et on commence tout d'abord avec l'équipe de France Espoir qui jouait contre l'équipe ivoirienne Espoir et du coup 3-2 pour les jeunes français avec un doublé de Désiré Doué et un but de Audebert. A noter que la Côte d'Ivoire menait 2-1 et la France a su renverser le match et gagner le match à la fin de la rencontre. Bon, c'était seulement un match amical mais c'est un match on peut dire pour préparer tout simplement les Jeux Olympiques parce que c'est en grande majorité ces joueurs-là qui vont jouer les JO avec l'équipe de France. Donc voilà, bon résultat bien sûr vu que c'est une victoire. Donc prochain rendez-vous pour les hommes de Thierry Henry, c'est lundi face aux États-Unis. Voilà pour le prochain match bien sûr. Des jeunes joueurs de l'équipe de France. Donc voici le 11 qui a commencé directement titulaire hier. Donc bien sûr c'est des joueurs la plupart connaissent bien évidemment, mais c'est vraiment encore un vivier très, très riche on peut dire du côté de l'équipe de France. Et c'est vrai que du côté de la Ligue 1, la Ligue 1 est à l'honneur dans le match de l'équipe de France U23. Comme sur cette compo là des 11 titulaires, il y a quand même 9 joueurs issus du championnat de France qui sont titulaires. Donc il y avait Chevalier, il y a Ligny Yoro avec l'équipe de Lille, il y a Bradley Barcola avec le Paris Saint-Germain ou Désiré Doué qui est auteur d'un doublé avec l'équipe du Stade Rennais. Donc voilà, pas mal de jeunes Français jouent actuellement du côté du championnat de la Ligue 1. Les top flops des espoirs face à la Côte d'Ivoire, donc Désiré Doué avec son doublé, donc une belle note de 7 sur 10, un bon match bien sûr. Et Wai, donc lui frustré, une note de 3, mauvais match de l'attaquant du Racing Club de Lens. On va parler du gros coup dur pour l'équipe de France Espoir, mais surtout pour le Paris Saint-Germain, et c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc Bradley Barcola s'est blessé avec l'équipe de France Espoir en se touchant l'arrière de la cuisse gauche. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur et le PSG qui recevront le FC Barcelone dans moins de 3 semaines en Ligue des Champions. Oui, c'est même dans 2 semaines et demie ce match contre le FC Barcelone et Bradley Barcola s'est blessé. Donc il s'est blessé tout seul. Donc ça c'est pas bon. Donc c'est pas un coup, c'est musculaire et musculaire, on ne sait pas. Donc c'est touché derrière la cuisse. Ça doit être certainement les ischio-jambiers et ça peut prendre 3 semaines, un mois des fois. Tout dépend de la gravité de sa blessure, donc c'est pas du tout une bonne nouvelle. J'ai dit dans 2 semaines et demie à ce match contre le FC Barcelone. Et pour l'instant, on ne sait pas du côté du PSG. Tout le monde est un peu inquiet, bien sûr, par rapport à Bradley Barcola. Et regardez, il va quitter le rassemblement des espoirs. Donc lundi, il y a un match contre les États-Unis, jeudi. C'était une équipe française, donc il ne sera pas là. Et il retourne à Paris se soigner. Et Thierry Henry, il a dit déçu pour lui, déçu pour le PSG. Voilà, J-15, on peut dire, de cette rencontre de Ligue des Champions. Bradley Barcola, on ne sait pas s'il sera disponible ou non. Et une autre mauvaise nouvelle, donc lui, il n'a pas joué hier parce qu'il n'était pas apte à jouer. C'est Malo Gusto et officiel. Malo Gusto quitte également le rassemblement des espoirs en raison d'un syndrome grippal. Donc voilà, c'est pas qu'il est blessé, c'est qu'il est malade en gros. C'est la même chose, il est pas à 100%, donc il ne peut pas jouer. Donc voilà, il ne sera pas remplacé, annonce la FFF. Donc lui aussi, un retour pour lui du côté de Londres dans son club de Chelsea. On continue avec aussi d'autres belles rencontres. Une magnifique affiche entre l'Espagne et la Colombie. C'était du côté de Londres en Angleterre cette rencontre. Et c'est les Colombiens qui se sont imposés 1-0 grâce à Munoz. Mais j'ai vu le but, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. Et Luis Diaz, là qu'on peut voir le joueur vedette, on peut dire, du côté de la Colombie, c'est lui qui a tout fait. Vraiment, c'est lui qui a centré. Et magnifique but du joueur Munoz, l'attaquant de la Colombie. Donc les statistiques de la partie, ça a été un match où l'Espagne, comme souvent, il a la possession de balle. 13 tirs pour les Espagnols, 3 tirs cadrés, alors que la Colombie a eu moins de possession, moins de tirs, mais plus de tirs cadrés, 5 tirs cadrés pour les Colombiens. Donc voilà, une victoire 1-0 pour la Colombie. Et surtout, l'Espagne quand même restait sur 8 victoires d'affilée. Donc voilà, pour montrer quand même l'exploit des Colombiens. Et dans un London Stadium, parce que c'est un Londres rempli de Colombiens, il n'y avait que des supporters de la Colombie. Donc un but collectif exceptionnel a été inscrit par Daniel Munoz. Donc félicitations à cette équipe, parce qu'on parlait de l'Espagne qui restait sur 8 victoires d'affilée. Mais la Colombie a enchaîné hier soir un 20e match sans défaite. Voilà, donc félicitations bien sûr à cette équipe qui prépare également la compétition, la Copa América qui vont jouer l'été prochain. Toujours sur cette rencontre, on va parler du jeune Pau Cubarsí et c'est officiel, Pau Cubarsí, un joueur de 17 ans, devient le plus jeune défenseur de l'histoire de l'Espagne à jouer pour la sélection. Donc pas le plus jeune joueur, mais le plus jeune défenseur, parce qu'on sait qu'il y avait Lamine Yamal qui a toujours ce record, puisque Lamine Yamal est plus jeune que Pau Cubarsí, mais lui c'est le plus jeune défenseur de l'histoire de la sélection espagnole à seulement 17 ans et 2 mois. Le jeune joueur du FC Barcelone. Donc félicitations bien sûr à ce joueur Pau Cubarsí. Regardez une petite photo du 11 de départ de cette équipe espagnole avec leur nouveau maillot.
extérieur. Le maillot domicile sera rouge comme d'habitude. Le maillot extérieur pour l'Euro sera de couleur jaune pour les Espagnols. Et à noter les gars aussi le magnifique maillot aussi de la Colombie, version extérieure parce que joue en jaune en domicile. Bref, donc en maillot noir et orange. Et à noter aussi, regardez le ballon. Donc ça sera le ballon qui sera utilisé tout simplement pour l'Euro, qui a été utilisé hier pour cette rencontre. Donc il s'appelle Rotero ce ballon, voilà, qui ressemble beaucoup au ballon qui avait été utilisé lors de l'Euro 2004 qui s'était joué au Portugal. On va parler cette fois-ci de l'Argentine. L'Argentine joue un match amical, c'était la nuit dernière contre le Salvador et c'était à Philadelphie, donc aux États-Unis, et victoire 3-0 pour l'Argentine. Donc no Messi, no problème. Messi n'a pas joué parce que actuellement il est blessé. Il était forfait, il est même forfait pour le prochain match. Mais bon, voilà, 3-0 pour l'Argentine. Regardez, 79% de possession de balle, 24 tirs, 14 tirs cadrés, 3 buts marqués. Ça aurait pu monter à 6, 7, 8. Quand on voit 14 tirs cadrés, c'est-à-dire que le gardien de Salvador a fait énormément d'arrêts. Le Salvador, les gars, c'est seulement 2 tirs dans le match, 20% seulement de possession de balle, donc c'était un match à sens unique entre ces deux formations. Et l'Argentine a pu dévoiler leur nouveau maillot qu'ils porteront lors de la future Copa América où ils sont tenants du titre. Donc voilà, regardez, magnifique maillot avec l'écusson, avec le logo Adidas et le badge, dernier champion de la Coupe du Monde, on peut dire, de couleur or, magnifique bien sûr, ce maillot de l'Albi Céleste. Donc voilà, quelques photos lors du match qu'ils ont pu jouer la nuit dernière. Emiliano Martinez, le gardien, donc il est venu avec une coupe un peu spéciale. Regardez sa nouvelle coupe de cheveux avec 3 étoiles par rapport bien sûr aux 3 Coupes du Monde remportées par l'Argentine. On continue, il y avait aussi plein d'autres rencontres amicales hier, donc on continue avec le Maroc qui jouait contre le Angola et le Maroc s'est imposé 1-0, donc c'est un but contre son camp. Donc première réussi pour Brahim Diaz et Elias Ben Seguir à hauteur d'un très bon match chacun, les deux, c'était la première fois qu'ils jouaient pour le Maroc, ils ont fait un très bon match. Donc le Maroc jouera son prochain match face à la Mauritanie, ça sera le 26 mars prochain, ça sera mardi leur prochain match. Donc là c'est des matchs bien sûr amical, il n'y a rien d'officiel, mais bon, voilà, c'est bien de prendre du rythme, on peut dire. Donc 18 tirs, 4 tirs cadrés, un but inscrit par le Maroc. Donc bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, il n'y a rien à dire. Le Maroc mérite totalement sa victoire, et je l'ai dit, Brahim Diaz et Elias Ben Seguir, donc le joueur de Monaco, les deux étaient titulaires pour affronter l'Angola. Donc tiens, on peut voir Brahim Diaz, parce que lui, on a beaucoup parlé de lui ces dernières semaines, parce qu'il avait le choix entre l'Espagne et le Maroc, donc il a choisi de représenter le Maroc. Donc tiens, on peut le voir, bien sûr. Le joueur du Real Madrid, sous les couleurs rouges de la sélection marocaine. Une petite photo lors du match avec Hakim Ziyech et Achraf Hakimi, des cadres du côté de la sélection marocaine. À noter que Brahim Diaz a déjà le numéro 10 dans le dos. Dès qu'il arrive, le 10, bien sûr, c'est un numéro quand même, on peut dire symbolique, emblématique de n'importe quelle nation, le numéro 10. Donc voilà, très bonne première sélection de la part de Brahim Diaz. Une photo à la fin du match avec le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Et toujours sur ce match du côté du Maroc, donc le magnifique tifo des supporters marocains pour la rencontre face à l'Angola. Voilà, magnifique tifo bien sûr du côté de ce stade. Il y avait aussi l'Algérie qui jouait un match, c'était contre la Bolivie hier, et ça s'est fini une victoire 3-2. Donc Issa Mendy a inscrit le but victorieux, le but du 3-2 pour l'Algérie à la 94e minute de jeu. Donc voilà, une victoire longue à se dessiner, mais victoire au bout pour les Algériens. Donc Weri et Yacine Benzia ont été buteurs côté Algérie. Donc voici les statistiques. Donc là aussi, l'Algérie mérite sa victoire. Plus de possession, beaucoup plus de tirs, 17 tirs contre 6 seulement pour la Bolivie. Donc voilà, félicitations à l'Algérie. Et Amin Gouiri, buteur lors de cette rencontre, c'est lui qui a inscrit le deuxième but, non le premier but, désolé, du match côté algérien. Donc il vient tout simplement d'inscrire son premier but depuis qu'il a choisi de représenter l'Algérie pour sa sélection nationale. Il y a noté les gars que Yacine Brahimi a joué et est absent depuis plus de 2 ans en sélection. Il n'avait pas joué lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, donc il a été rappelé par Petkovic, maintenant qu'il est le nouveau sélectionneur. Une première réussite aussi pour Petkovic, le nouveau sélectionneur de l'Algérie. Donc Yacine Brahimi, 34 ans, a fait son retour hier soir avec l'Algérie en match amical face à la Bolivie. Il était même le capitaine pour la première en tant que sélectionneur de Petkovic. On continue, il y avait aussi le Sénégal contre le Gabon. Tiens, ça se joue en France. Ce match, ça s'est joué à Amiens hier. Et c'est le Sénégal qui s'est imposé 3-0. Donc un but contre son camp, un but de Mané, toute fin de match, et un but de Michael Faye, un jeune joueur du FC Barcelone qui a marqué un sublime but. Donc déjà, prochain match pour le Sénégal, ça sera contre le Bénin. Ça sera, je crois que c'est à Lens ou à Amiens encore, je ne sais pas, mais ça sera encore en France, cette rencontre. Donc voilà, le Sénégal n'a rien à dire, ils ont totalement dominé le match. 9 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts.
pas d'arrêt du gardien du Gabon. Donc le Gabon, ils ont pratiquement pas vu le jour avec 0 tir cadré lors de cette rencontre. Et pour revenir sur le jeune joueur du FC Barcelone B, donc le jeune Faye, regardez le but qu'il a marqué. Donc là, déjà c'était la première fois qu'il est appelé avec la sélection A du Sénégal. Il est là, donc c'est un défenseur. Et grosse frappe, un pied gauche et c'est parti, voilà, ça a touché la barre rentrante, magnifique but, mais regardez, il est au moins 35 mètres, entre 35 et 40 mètres, magnifique but du jeune défenseur du FC Barcelone B qu'on pourrait voir très prochainement avec le FC Barcelone A parce qu'on sait que Xavi fait beaucoup confiance aux jeunes, puis c'est un jeune, et mérite certainement de jouer très prochainement avec l'équipe première. Il y avait aussi le Mali qui joue contre la Mauritanie. Le Mali s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. 2 buts inscrits très tôt dans le match, à la 9e, à la 12e minute. Après, le score n'a plus bougé. Donc, du coup, victoire lors de cette rencontre pour les Maliens. Il y avait aussi le Nigeria qui joue contre le Ghana. Et le Nigeria s'est imposé 2-1. Depuis leur depuis leur défaite, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était le premier match qui suivait. Et on peut voir que Lookman, qui avait déjà fait une grosse canne, a de nouveau été buteur lors de cette rencontre. La Centrafrique s'est imposée 6-0 face au Bhoutan. C'est tout simplement la plus grosse victoire de son histoire pour la Centrafrique, qui a écrasé cette équipe du Bhoutan. Victoire de l'Égypte 1-0 en amical face à la Nouvelle-Zélande. Mostafa Mohamed, unique buteur pour les Pharaons. Donc Mostafa Mohamed, vraiment grande satisfaction du côté de l'Égypte, malgré que l'Égypte a déçu. On se souvient lors de la dernière CAN, lui il avait réussi à faire une bonne CAN parce qu'il a marqué pas mal de buts. C'est l'attaquant nantais, donc c'est lui l'unique buteur lors de cette rencontre. Il y avait aussi les Pays-Bas contre l'Écosse, et les Pays-Bas, futur adversaire de l'équipe de France lors de l'Euro. Ils sont dans la même poule avec l'Autriche et une équipe, soit la Pologne, soit le Pays de Galles, pour savoir la dernière équipe qui sera au barrage mardi. Bref, donc les Pays-Bas se sont imposés 4-0 contre les Écossais qui sont également qualifiés bien sûr pour jouer le Futuro. Donc Malen, Weghorst, Rensdenders et Wijnaldum ont été les buteurs côté néerlandais. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette équipe qui a marqué quand même dans l'espace de 14 minutes 3 buts. C'était en fin de rencontre. Le Chili s'est imposé 3-0 contre l'Albanie. C'était également un match amical qui a lieu hier. Et aussi une victoire de la Hongrie 1-0 contre la Turquie. Un match également qui s'est déroulé hier. Donc voilà tous les matchs concernant les sélections. Enfin, il y en a encore plein d'autres, mais j'ai pris vraiment les grosses sélections qui jouaient. Il y avait aussi, parce que là c'était que des matchs amicaux, donc là il y a aussi des matchs officiels. Il y a aussi du National 3ème division française qui s'est joué avec le multiplex qui s'est joué hier soir. Et l'équipe de Red Star, l'équipe leader, je côte Nancy, un partout. Donc voici tous les résultats de cette journée. Et du coup à 26 journées, donc maintenant il ne reste plus que 8 matchs avant la fin de la saison. Donc le Red Star toujours en tête malgré leur match nul. Ils ont toujours pas mal de points d'avance sur Niort qui jouera lundi Niort, parce qu'ils n'ont pas joué. Donc 55 points, 47 après 46, puis après il y a un creux à 40 avec Nancy. Donc n'oubliez pas, c'est seulement les 2 premiers qui montent. Et attention, parce qu'il y a quand même 6 descentes en National 2 la saison prochaine. Donc ça a beaucoup bougé, ce championnat de National pour la saison prochaine. On continue, on va parler maintenant du programme du jour parce qu'aujourd'hui on est samedi et il y a du football. Bon, pas de match de championnat, mais ça continue en pleine trêve internationale. Et voici, j'ai sélectionné, il y a plein d'affiches, mais j'ai sélectionné les plus belles affiches. Donc voilà, le gros programme. Côte d'Ivoire, Bénin, il y a Irlande, Belgique, Slovaquie, Autriche, Angleterre, Brésil ce soir à 20h. Le Danemark contre la Suisse. L'Uruguay contre le Pays Basque. C'est du côté de San Sébastien, le stade. La Real Sociedad où a joué le PSG il y a quelques jours. Donc la Croatie contre la Tunisie et l'équipe de France contre l'Allemagne. Donc voilà le gros programme bien sûr du jour. Donc nous on va parler de quelques rencontres, mais tout d'abord bien sûr de la France contre l'Allemagne. Donc c'est ce soir, c'est à Lyon, au Groupama Stadium, c'est à 21h. Le match est diffusé sur TF1. Donc ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Alors Euro, point d'interrogation. Donc ce soir à Dessines, donc du côté de Lyon, on va se dérouler cette rencontre. Donc les Bleus affrontent l'Allemagne qui organisera l'Euro du 14 juin au 14 juillet prochain. Un test haut de gamme pour les deux équipes, parce que l'équipe de France favorite, l'équipe allemande pas favorite, mais peut-être outsider, surtout que c'est chez elle, c'est en Allemagne cet Euro, puis on sait quand tu joues à domicile, tu as toujours un petit plus. Donc vraiment, c'est un bon test pour les deux équipes, que ce soit pour l'équipe de France et même bien sûr pour l'Allemagne d'affronter l'une des meilleures équipes au monde, bien sûr, l'équipe de France. Et ce soir, les gars, pour Deschamps, ça sera un match spécial parce qu'il va fêter ce soir son 150e match à la tête des Bleus. C'est bien sûr un record. Il n'y a aucun autre entraîneur de l'équipe de France à avoir plus dirigé de matchs que Didier Deschamps. Donc ce sera son 150e match. Et lors de son premier match en 2012, ça fait déjà 12 ans qu'il est entraîneur de l'équipe de France, Zaire Emery avait seulement 6 ans. Maintenant, il a 18 ans. Il a fêté ses 18 ans il y a à peu près 2 semaines. C'était le 8 mars dernier. Voilà, pour vous dire vraiment l'exploit, bien sûr, de Deschamps de rester aussi longtemps
en place du côté des Bleus. Et en parlant de Zaïre Emery, vu qu'on parlait de lui là juste avant, vu qu'il avait 6 ans lorsque Deschamps bien sûr avait été entraîneur de l'équipe de France pour la première fois. Donc Zaïre Emery sera titulaire pour remplacer Antoine Griezmann, forfait ce soir. Donc voilà, Zaïre Emery devrait commencer dans le 11 de départ. Benjamin Pavard aussi devrait être aligné directement en défense centrale à la place d'Ibrahima Konaté qui devrait être remplaçant. Et notez aussi que Mike Maignan devrait être remplaçant, c'est Brice Samba qui devrait être titulaire. Donc d'après les dernières infos. Donc regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ côté équipe de France ce soir avant d'affronter l'Allemagne. Donc Brice Samba, je l'ai dit, au but. Donc Lucas Hernandez, défenseur gauche avec Upamecano, Pavard et Jules Koundé, défenseur droit. Donc milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni et Zaïre Emery qui remplacerait Antoine Griezmann, et devant Kylian Mbappé, ailier gauche et capitaine. Marcus Thuram en attaque et Ousmane Dembélé, ailier droit. Donc voilà, c'est pas encore sûr, mais il y a de fortes chances que ça soit ça, le 11 de départ côté bleu pour cette rencontre. Et il y a un gros point d'interrogation, c'est par rapport à la charnière, parce que la charnière, c'est quasiment jamais la même. Donc là, ce serait Upamecano, Pavard. Et voilà, depuis l'Euro 2021, Deschamps a aligné 24 charnières différentes en 32 matchs. Ça fait beaucoup quand même. Il n'en a toujours pas été responsable. D'ici au mois de juin, les Bleus auront peut-être intérêt à en finir avec cette grande instabilité. Il va falloir trouver les deux défenseurs centraux de l'équipe de France, parce que là, il y a l'Euro l'année prochaine. Il faut arrêter de changer, parce que regardez, sur les 32 derniers matchs, 24 fois, c'était pas les mêmes deux défenseurs centraux. Donc là, ce sera Upamecano, Pavard. Donc voilà. Ce qu'il a le plus aligné, les gars, donc c'est le duo Varane, Upamecano, et Konaté, Upamecano ont été titularisés que 2 fois sur la période. Voilà. Donc voilà, c'est très rare qu'il aligne à chaque fois les mêmes défenseurs centraux. Donc ce soir, on verra si ça va matcher, on peut dire, entre Upamecano et Pavard pour cette défense centrale. Sinon, tu as Konaté, tu peux mettre aussi Saliba, tu as tellement de choix. C'est pour ça qu'ils testent pas mal de joueurs, mais il va falloir rester sur une charnière centrale, bien sûr, pour préparer, bien évidemment, l'Euro 2024. Toujours avec Deschamps, donc il est en conférence de presse hier. Donc France-Allemagne, toujours un match de prestige, il a dit, ça reste un match de prestige par l'historique. Ça reste une très belle affiche du football mondial. C'est vrai que France-Allemagne, ça reste bien sûr deux équipes déjà qui ont gagné plusieurs Coupes du Monde. 4 pour l'Allemagne, 2 pour l'équipe de France. Puis voilà, France-Allemagne, c'est toujours bien sûr une affiche de le football mondial. Donc Deschamps sur l'absence de Griezmann. N'oubliez pas Griezmann, ça faisait 84 matchs d'affilée qu'il jouait avec l'équipe de France. Donc là, il ne jouera pas parce qu'il est forfait pour les 2 prochains matchs. Il a dit, le rôle de mon staff est d'anticiper. Je préfère avoir les meilleurs joueurs disponibles. On a fait quelques matchs sans lui dans des animations différentes. Il y a toujours plusieurs possibilités. Il vaut mieux que ça arrive maintenant que dans 2 ou 3 matchs. Voilà, il vaut mieux que ce soit forfait là que pendant l'Euro. On est d'accord? Donc pas le choix, il est absent, donc il y aura bien des joueurs bien sûr pour le remplacer. Deschamps a réagi à la candidature de Benzema pour les Jeux Olympiques. Il a dit, je l'ai appris comme vous, si ça me fait plaisir, pourquoi ça ne me ferait pas plaisir? Celui qui décide s'appelle Thierry Henry, parce que c'est pas Deschamps qui fait l'équipe de France pour les JO, vous savez que c'est l'équipe de France e-sport, donc ça sera Henry. Il a dit, je n'ai aucune objection à vous faire, Thierry vous donnera les réponses. Voilà, il faut voir avec Thierry Henry, donc lui, on dit que ça ne le gêne pas du tout, bien sûr que Benzema joue avec l'équipe de France e-sport pour ces Jeux Olympiques. Et Deschamps, les gars, sur son avenir, il a dit, je n'y pense même pas. Donc d'abord, j'aborde à chaque compétition sans penser à ce qui se passera après. Et je n'oublie jamais que ce n'est pas moi qui ai le dernier mot, c'est le président de la FFF, donc Philippe Diallo, bien sûr, qui décide. Mais d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu vous dire, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'avais dit qu'il ne serait pas en danger, même s'il y a un échec lors de l'Euro, il ne serait pas en danger sur le banc de l'équipe de France. Didier Deschamps. On verra ce qui va se passer lors de l'Euro. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur Deschamps. Une petite info concernant le sélectionneur de l'équipe de France, parce que demain sur Téléfoot à 11h sur TF1, donc il y aura un reportage sur Deschamps avec Thierry Henry qui seront dans la même pièce, qui vont répondre à des questions ensemble. Donc voilà, ça sera demain sur Téléfoot. Et il y avait également Kylian Mbappé qui était en conférence de presse, donc une conférence de presse énormément attendue. Donc on va revenir sur ce qu'il a pu dire, l'attaquant français, donc capitaine. Donc tout d'abord sur son avenir, bien sûr, des journalistes lui ont posé des questions. Qu'est-ce que tu vas faire la saison prochaine? Il a dit, j'ai rien annoncé parce que je n'ai rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer. Il le sait, bien sûr. On le sait déjà, il va quitter le PSG en fin de saison, qui va certainement rejoindre le Real. Mais il n'a rien à dire aux journalistes. Il a dit, quand il voudra le dire, il le dira. Même s'il le sait, mais il n'a pas voulu le dire hier, en gros. Kylian Mbappé. Donc, toujours avec lui sur sa saison PSG, l'idée de faire un triplé beaucoup plus importante que la question de savoir si je veux rester. Donc, le triplé, donc Ligue 1,
Coupe de France, Ligue des Champions, c'est ça ce qui vise tout simplement Kylian Mbappé pour cette fin de saison. Kylian Mbappé, à propos de l'absence d'Antoine Griezmann, il a dit: j'ai toujours eu l'habitude d'avoir Griezmann avec moi, on va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui ne se remplace pas, Griezmann, parce qu'il est tellement important, mais bon, comme je l'ai dit, il n'est pas là, donc tu vas devoir, l'équipe de France va devoir jouer sans Antoine Griezmann. Un journaliste lui a dit: on vous entend au Real Madrid, au PSG, aux Jeux Olympiques, Emmanuel Macron, Florentino Pérez, restez focus sur le terrain, c'est compliqué, il a dit. Et moi j'ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Le journaliste lui a dit non, mais en dehors du terrain, Mbappé il a dit: ce qui se passe en dehors, on s'en fiche. Donc, il a répondu froidement, on peut dire, à ce journaliste. Toujours avec Kylian, il parle aussi des Jeux Olympiques, qu'il aimerait disputer, parce que le confirme qu'il aimerait jouer cette compète. Donc j'ai toujours dit que je voulais y être, et que c'était quelque chose qui ne dépendait pas de moi. Mon ambition n'a pas changé. La décision finale appartient toujours à la même personne, à son employeur, à son patron. Donc pour l'instant c'est le PSG, et peut-être l'été prochain ça sera le Real Madrid, son patron, avec qui il travaille, on peut dire. Je ne peux pas me prononcer car on ne m'a pas dit, on m'a pas dit non, et on ne m'a pas dit non plus oui. Donc si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si j'y vais pas, j'accepterai, je ferai ce qu'on me dit de faire. Donc voilà, en gros, c'est son club qui décidera. Donc lui veut y aller, mais bon, ça sera certainement le Real Madrid qui donnera son dernier mot. Et pour l'instant, le Real Madrid, c'est non. Kylian Mbappé, sur le fait d'annoncer sa décision concernant son avenir avant l'Euro, il a dit: je serai concentré sur l'équipe de France quand viendra l'Euro. Je pense que ça sera réglé d'ici là. Je suis concentré sur l'équipe nationale, mais en gros, certainement son transfert au Real Madrid sera officialisé avant le début de l'Euro, parce qu'il ne veut pas que ça se mélange avec bien sûr l'Euro, tout ça. Il sera focus à 100% sur l'équipe de France lors de l'Euro, donc il dit: je pense que ça sera réglé d'ici là, son futur et certainement son arrivée du côté du Real Madrid. Et Mbappé, il parle de Randal Colomani, son collègue du côté du PSG en équipe de France. Randal est quelqu'un qui n'a pas une grande carrière en bleu. Il est arrivé il n'y a pas longtemps, il commence à prendre ses marques, il a la confiance de l'ensemble du groupe. Il a parlé également d'Ousmane Dembélé qui devrait être titulaire avec lui en attaque. C'est un talent spécial, un joueur spécial. S'il continue à surfer sur sa forme en club, il réussira en sélection. Donc voilà, je crois que c'est la dernière déclaration de Kylian Mbappé. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire. C'était hier, c'était hier à 17h30 exactement, la conférence de presse de Kylian Mbappé avant ce match ce soir contre l'Allemagne. Et concernant, juste Eduardo Camavinga, il y a une question qui lui a été posée. Donc à propos du fait qu'il n'a pas marqué depuis le 5 mars 2022. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas marqué le moindre but. Eduardo Camavinga, il a dit: il faut continuer à bosser pour que cela arrive. En club, j'ai Vini qui me chambre beaucoup. Tire pas, voilà ce qu'il me dit. Il n'a pas confiance en ma frappe. Ce n'est pas grave, c'est à moi de faire taire des bouches. Un jour, je vais mettre une grosse frappe. Il me laissera tirer comme ça. Donc voilà, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas marqué. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas réputé à marquer beaucoup de buts, vu qu'il joue milieu de terrain, même des fois défenseur gauche, mais bon, il y a pas mal de milieux de terrain qui marquent pas mal de buts. C'est avec Camavinga, ça c'est un truc qui devrait peut-être s'améliorer, prendre plus souvent sa chance, parce que même du côté du Real, Vini lui dit de pas tirer, parce que Vini en gros n'a pas confiance en la frappe de Camavinga. On continue en parlant de Vini. Ce soir le Brésil joue contre l'Angleterre, et c'est toujours un match aussi entre deux grandes nations. On parle de France-Allemagne, mais voilà, Angleterre-Brésil, c'est aussi une très grosse affiche. 2 équipes ont gagné la Coupe du Monde, 5 pour le Brésil, une Coupe du Monde en 66 remportée par l'Angleterre. Donc ça sera ce soir en Angleterre. N'oubliez pas que cette rencontre, par exemple avec ces légendes, c'est une photo qui date de 2002, c'était lors d'une Coupe du Monde. Et Vini, les gars, ce soir devrait avoir le numéro 7, parce qu'il semble avoir récupéré le numéro 7 en sélection. Alors, c'est une photo qui a été prise, et on peut voir déjà le nouveau maillot du Brésil qui sera utilisé, porté lors de la Copa América. Bien sûr, c'est le maillot domicile, et on peut voir Vini 7 alors qu'avant il avait le 20. Voilà. Donc normalement, changement de numéro, il a déjà le 7 du côté du Real, ça devrait être le 7 également pour Vini du côté de la Seleção. Et toujours du côté de la Seleção, Hendrick, jeune joueur qui pourrait débuter titulaire ce soir. D'après ce que j'ai pu voir, la triplette en attaque, ça pourrait être Vini, Rodrigo, les 2 du Real, avec Hendrick. Les 3 pourraient commencer titulaire ce soir en attaque du côté du Brésil. Ça pourrait être 3 joueurs qui pourraient également commencer titulaire la saison prochaine au Real, parce que c'est 3 joueurs du Real Madrid. Et l'agent du joueur, Pena, raconte le phénomène Hendrick. Ce n'est pas un garçon que vous verrez rire ou sourire tout le temps comme Vini ou Neymar. C'est un personnage différent de ces gars-là, plus réservé mais très très intelligent. Très intelligent. Il apprend l'espagnol. Il avait déjà commencé à apprendre l'anglais. Donc voilà, concernant Hendrick, les gars, qu'on va maintenant entendre de plus en plus parler, parce que ce joueur qui joue toujours du côté du Brésil, dès le 1er juillet prochain, il arrivera du côté du Real Madrid
pour la saison prochaine. On continue, on va parler de Mesut Özil et il y a un an, jour pour jour, c'était le 23 mars 2023, il annonçait officiellement sa retraite. Donc voilà, ses statistiques en carrière sont exceptionnelles. Donc en carrière, c'est plus de 645 matchs joués pour 114 buts, mais surtout 222 passes décisives. Donc des stats magnifiques, c'est un joueur qui a tout remporté, comme bien sûr la Coupe du Monde remportée en 2014, bien sûr, avec la Mannschaft. Et Mesut Özil, hier, j'ai montré des photos de lui depuis un an, vous savez, il a pris sa retraite et il s'est mis à la mode musculation. On peut voir qu'il a pris des sacrés bras, tout ça. Et Cristiano Ronaldo, les gars, réagit parce que Ronaldo, c'est un grand ami. Ronaldo évolue avec Özil à l'époque et il lui a mis un pas mal frérot. Regardez, Ronaldo voilà, lui a mis un petit message, bien sûr, par rapport à la prise de masse, on peut dire, de Mesut Özil. Et toujours, pour finir avec Mesut Özil, n'oubliez pas que c'est un ancien joueur du Real. Mais regardez, il y a le milieu à l'époque du côté du Real, c'est que le Real a toujours eu des énormes milieux. Mais avant, il y avait Özil, Modric qui est toujours là et Ricardo Caca. Donc c'était les trois milieux de terrain à l'époque du côté du Real Madrid. On va parler du milieu du FC Barcelone, Gavi, qui a été blessé, c'était lors du mois de novembre, souvenez-vous, c'est lors d'une trêve internationale, c'était blessé lors d'un match avec l'Espagne, et la rupture de ligament croisé, blessé jusqu'à la fin de saison. Et le genou de Gavi, on peut voir, donc il a été opéré, maintenant en rééducation, il devrait revenir pour l'intersaison, enfin la saison prochaine. Voilà, on peut voir la cicatrice qu'il a bien sûr au niveau de son genou après son opération. On va parler aussi de ce joueur blessé, c'est un gros coup dur pour l'OM, parce que là l'OM a des matchs très importants, ils ont déjà le PSG, dimanche prochain, pas demain, dans 8 jours, il y a déjà ce classico français, on peut dire, entre Marseille et le PSG. Puis après, il y a le Benfica en Europa League, tout ça. Et fin de saison pour Bamou Meïté avec l'Olympique de Marseille. Le défenseur marseillais a vu Luis Enrique lui retomber dessus lors d'un duel à l'entraînement. Résultat, double entorse de la cheville, doublé d'un pépin au genou. Et du coup, fin de saison pour lui. Donc voilà, ça c'est un gros coup dur, bien sûr, pour l'Olympique de Marseille. Tiens, toujours avec l'OM, on va parler d'un joueur de l'OM prêté au Genoa. C'est Vitinha qui se sent bien au Genoa. Il a dit, oui, j'aimerais rester. N'oubliez pas qu'il est prêté avec une option d'achat de 25 millions d'euros, je crois. Donc le Genoa, après, il faut qu'il lève cette option d'achat, sinon il reviendra à l'OM. Mais lui, il souhaiterait rester. Il a dit, donc oui, j'aimerais rester, même si nous savons tous que d'autres facteurs entrent dans la discussion. Je peux seulement dire merci aux gens de Gênes, le staff, le club, mes coéquipiers. Ici, il y a des gens qui même m'appuient et me soutiennent. Cela signifie beaucoup pour moi. Le club te suit, t'accompagne, t'aide et cela te fait grandir, fait grandir le groupe. Donc voilà, lui, vraiment, il souhaite rester en Italie. On verra ce qui va être décidé parce qu'il faut que maintenant son club actuel, le Genoa, paye 25 millions d'euros à l'OM. Et ça, c'est pas du tout sûr. Toujours, tiens, du côté de l'Italie, on va parler aussi de Francesco Acerbi. Donc dimanche dernier, j'ai dit qu'il y a eu un problème raciste avec lui. Par rapport à sa Juan Jesus, voilà, chercher le nom du joueur de l'Inter Milan. Et en gros, lundi, il était avec le rassemblement de l'Italie. Donc il a été renvoyé chez lui, tout ça pour s'expliquer. Il risque une résiliation de contrat s'il est reconnu coupable d'injure raciste contre le joueur de Naples, donc voilà, concernant le joueur de l'Inter Milan. Toujours tiens en Italie, on va parler aussi d'un autre Milan, donc l'AC Milan avec Olivier Giroud, et Giroud vraiment pas sûr qui reste à Milan la saison prochaine, il pourrait même quitter l'Europe à 37 ans. Giroud, le buteur des Bleus et de l'AC Milan, devrait rejoindre Hugo Lloris au Los Angeles FC l'été prochain. A priori, il ne disputera pas les Jeux Olympiques avant de partir. Pourquoi? Parce que ce nouveau club aura besoin de lui directement, parce que Los Angeles FC, eux, ils sont en pleine saison, Los Angeles. Voilà, ils jouent au mois de l'été, les gars, ils sont en train de jouer. Donc, ils veulent pas que Giroud ait joué, bien sûr, les Jeux Olympiques. Ils veulent compter directement sur lui. Donc, voilà, il devrait partir du côté des États-Unis, normalement, Giroud. On va parler d'un autre joueur de l'AC Milan, c'est Raphaël Leao. Et sur les 3 dernières saisons, c'est plutôt pas mal. Donc, cette saison, c'est 11 buts, 11 passes D pour Leao. Donc, la saison dernière, c'était 17 buts, 18 passes D. Il y a 2 ans, c'était 17 buts et 14 passes D. Donc, on peut voir que les stats sont quasiment pareils. Donc là, il lui reste encore pas mal de matchs. Donc peut-être il arrivera encore aux 17 buts comme il a pu faire les 2 dernières saisons. Donc souvent critiqué par sa nonchalance et par son manque de régularité, Leao commence à trouver une certaine forme de constance. Et c'est là vraiment où tu repères, où tu désignes un très bon joueur. C'est les joueurs réguliers, saison après saison. Parce qu'il y a des joueurs, des fois, il faut une saison où il te marque 40 buts en une saison, puis après les 2-3 saisons qui suivent, tu vois plus le joueur. Il te marque 2 ou 3 buts dans la saison. Donc voilà, quand tu commences à marquer des 17 buts depuis 2-3 ans, là vraiment tu es considéré bien sûr comme un très bon joueur, un joueur régulier. Tiens, on va parler d'un autre Portugais, c'est Gonzalo Ramos, un buteur contre la Suède, c'est avant-hier. Donc rentre déjà à Paris. Donc le buteur du PSG a été autorisé à quitter le rassemblement avec le Portugal. Il n'est pas blessé, il n'y a pas de souci. Donc c'était convenu qu'il jouait juste le match contre l'équipe suédoise et que le match après contre la Slovénie, le match d'après pour le Portugal, mais ne jouera pas. En gros, Gonzalo Ramos, donc pour lui,
retour à Paris, s'entraînera bien sûr avec l'équipe du PSG là pour les prochains matchs, enfin pour les prochains jours plutôt, désolé. Le ministre de l'Intérieur devra interdire le déplacement des supporters parisiens à Marseille pour le classique OM-PSG au stade Vélodrome. Je dis ce match est dans exactement 8 jours et il ne devrait pas avoir de supporters du Paris Saint-Germain du côté du stade Vélodrome. Toujours avec le PSG, parce que PSG Rennes, c'est bientôt les gars, c'est de la Coupe de France. Bon, on connaît les deux arbitres, ça sera Rudy Buquet, donc à droite là, qui sera l'arbitre de cette demi-finale, et Stéphanie Frappard sera l'arbitre de Lyon-Valenciennes. C'est officiel, ça a été désigné les deux arbitres pour les deux demi-finales de cette Coupe de France. Toujours avec, du côté de la France, la Liga est officielle, aucun match ne sera joué le dimanche 5 mai pour commémorer le drame survenu lors d'un Bastia OM le 5 mai 1992. En gros, c'était une tribune qui s'était effondrée à Furiani. Il y avait eu pas mal de morts, je ne sais plus exactement combien, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais voilà, depuis quelques années, donc le 5 mai, il n'y a plus de match. Voilà, donc c'est pour ça que normalement là le 5 mai c'est un dimanche. Donc voilà, il y aura un match le vendredi, il y aura samedi 4 mai, il y aura 6 matchs. Le multi à 15h, normalement qui doit jouer le dimanche, se jouera le samedi, un match à 17h, 19h, 21h. Donc il n'y aura pas de match le dimanche, mais il y aura deux matchs le lundi 6 mai, 19h et 21h. Donc voilà, c'est officiel, concernant bien sûr cette journée de Ligue 1. Toujours en Ligue 1, regardez les joueurs les plus rapides de Ligue 1 cette saison. Peut-être il y en a qui se disent ouais, Mbappé doit être loin devant. Non, pas du tout les gars. Mbappé n'est même pas dans le top 10 parce qu'il n'a pas été flashé. Grand sprint, c'est peut-être le joueur qui court le plus vite, mais cette année il n'a pas été flashé en tant que joueur le plus rapide. C'est plutôt le nouveau joueur de l'OM, Faris Moumbagna, donc qui a été flashé à plus de 36,37 km à l'heure devant Pereira Lage, qui est un joueur je crois de Brest, et Del Castillo qui est également un joueur de Brest. Donc voilà le top 10 des joueurs qui ont été flashés les plus rapides, on peut dire, sur cette saison de Ligue 1. L'UEFA va indemniser les supporters de Liverpool 2 ans après les incidents du Stade de France. Souvenez-vous ce qui s'était passé. Déjà, la finale avait été reportée, je crois, de 45 voire 1 heure. Elle avait commencé très tard parce qu'en gros, il y avait plein de supporters qui étaient devant, qui ne pouvaient pas rentrer. Il y a même des supporters qui avaient des billets pour aller voir le match, qui n'ont même pas pu voir le match. C'était n'importe quoi. Il y en a qui escaladaient bien sûr les grillages, souvenez-vous, ça faisait il y a déjà 2 ans. Et du coup, l'UEFA va rembourser tous les supporters de Liverpool. Donc, attente interminable, famille aspergée de gaz lacrymogène, vol, le chaos avait causé de sérieuses blessures physiques et mentales aux supporters anglais. Donc, il y a eu ils ont porté plainte, tout ça, et 2 ans après, maintenant, voilà, on connaît enfin la décision. Donc, ils vont tous être remboursés. Je ne sais pas s'ils seront remboursés 100% de leur billet. Est-ce qu'ils seront remboursés 100% plus de l'argent en plus? On ne sait pas, mais voilà, il y aura de l'argent pour tous les supporters, bien sûr, de Liverpool qui étaient venus. En plus, Liverpool s'est incliné, on se souvient, 1-0 contre le Real Madrid. La statue d'Harry Kane, érigée secrètement en 2019, peine à trouver un emplacement. Donc Daniel Levy, donc le président de Tottenham, n'est pas convaincu par l'œuvre. Donc voilà, en gros, c'est une statue par rapport à la légende, bien sûr, Harry Kane du côté de Tottenham. Donc c'est une statue déjà qui a été faite en 2019. Et en gros, elle est toujours dans des locaux. Normalement, elle devrait être dehors, cette statue, peut-être devant le stade de Tottenham. Et en gros, ils ne sont pas très sûrs parce que Daniel Levy, qui est le président de Tottenham, en gros, il trouve que ça ne ressemble pas trop au vrai Harry Kane. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire de la statue d'Harry Kane. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo. Et pour vous, CR7 doit-il être titulaire avec le Portugal cet été pour l'Euro 2024? Et on peut voir que ça a beaucoup réagi sur le Twitter ActuFoot, plus de 676 commentaires. Et regardez la plupart, regardez, j'ai cliqué pour voir les commentaires, regardez, il y en a qui sont plutôt pour, il y en a qui sont plutôt contre. Par exemple, il y en a dit objectivement, il doit prendre sa retraite pour le bien du football portugais, parce que voilà, il a peut-être fait son temps, on peut dire, Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que Cancelo, les gars, a affirmé que CR7 a dépassé son pic et que le Portugal ne dépend plus de lui. Il a dit, c'est un joueur important. Il a passé 15 ans à concourir avec Messi pour le Ballon d'Or, mais le sommet de la carrière d'un footballeur se situe entre l'âge de 25 et 32 ans. C'est un joueur important pour nous, mais l'équipe nationale ne dépend pas entièrement de lui. Donc en gros, pour revenir à la question de base, les gars, voilà, pour vous, Ronaldo doit-il être titulaire au Portugal pour l'Euro, où il sera certainement dans le groupe, mais peut-être remplaçant, super sub. Il ramènera peut-être son expérience, tout ça, tout ce qu'il connaît bien sûr du football. CR7, mais avoir une place de titulaire, ça c'est pas sûr. Et voilà à quoi pourrait ressembler le Portugal, certainement sans Cristiano Ronaldo en attaque, Gonzalo Ramos, pour être le numéro 9, avec Otavio, Bruno Fernandes et Félix ailier gauche. Puis après tu mets du Ro, tu mets Palinha, puis après tu mets le reste de l'équipe. Il y a un joueur quand même plus vieux que Ronaldo pour lui être titulaire, un CPP qui a 41 ans et lui 2 ans de plus que CR7. Lui quand même il est mis dans la compo probable tout simplement du Portugal pour cet Euro 2024. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.